En août 2022, je pars avec mon van et mon chien dans une aventure de 10 000 km autour de l'Europe. Au programme, 7 pays, une dizaine de traversées en ferry, des fjords, des gens, des villes, de la nature, des forêts, des couchers de soleil, des aurores boréales, des circuits de course et surtout, ce qui compte parmi les plus beaux paysages du monde. Nous sommes le 9 août 2022. À bord du van, dans lequel je vis depuis plus de 2 ans, l'aventure commence de Lyon jusqu'à l'Allemagne. Le trajet du trip est semi-prévu. Avec le site Furkot, que je vous recommande au passage, j'ai planifié une route idéale à suivre avec des points d'intérêt. L'objectif n'est pas de respecter à la lettre ce programme, mais de pouvoir terminer le road trip à une date précise, le 5 septembre, date à laquelle j'ai prévu de retrouver des amis à l'occasion du Festival Frames d'Avignon. Évidemment, le trajet peut se faire en moins de temps, mais je me laisse une marge si je veux rester plus ou moins longtemps dans certains lieux, ou même me permettre de faire des courts détours impulsifs. Évidemment, avec le contexte international, j'ai dû prendre en compte le coût du diesel dans les pays traversés, et malgré la distance énorme à couvrir, j'ai fait le maximum pour économiser. Pour ce qui est des autoroutes, je ne roulerai pas à plus de 110 et appliquerai au maximum les techniques d'éco-conduite. Pour le quotidien, je pars avec le van chargé en nourriture pour 1 mois, que ce soit pour mon chien ou moi-même. À bord également, mon parapente, nommé Kermit, que je prends juste au cas où. Enfin, nous rendons visite au vétérinaire, au pluriel, parce que pour voyager, particulièrement en Norvège, Kibo va avoir besoin de beaucoup de médication. En effet, pour sortir du territoire français, votre chien doit avoir reçu un vaccin antirabique, contre la rage au plus tard 21 jours avant de passer la frontière. Pour entrer en Norvège, il doit également avoir reçu un cachet de vermifuge entre 24 et 120 heures avant d'entrer dans le pays. Alors vous allez me dire que pour le vermifuge, c'est comme d'habitude, on l'administre nous-mêmes. Mais non. Pour prouver que le cachet a bien été administré dans la dite période, il faut se rendre chez un vétérinaire pour qu'il l'administre. Kibo va donc se faire ausculter et vacciner 21 jours avant le départ, et retourner chez le même vétérinaire le jour du départ pour recevoir une nouvelle auscultation et recevoir les cachets de vermifuge. On pourrait alors se dire que c'est chiant cette histoire, en plus de payer 2 consultations vétérinaires, et qu'on pourrait juste esquiver. Sauf que si vous faites ça, on peut vous refuser à l'entrée d'un territoire, car oui, Kibo a été contrôlé à son arrivée en Norvège, mais si le chien est contrôlé et n'est pas en règle, par exemple en cas de vaccin contre la rage absent, votre animal pourra être mis en quarantaine le temps de le vacciner, et le temps que les 21 jours légaux passent, ou être renvoyé directement en France, voire plus rarement euthanasié. Faites donc bien toutes les préparations avant de partir avec votre animal. Pour ce qui est de moi-même, évidemment, l'espace Schengen me permet de passer dans tous les pays prévus sans formalité, mais j'ai pris soin de vérifier les conditions d'entrée vis-à-vis du Covid-19. Finalement, aucun d'entre eux n'ayant de période de quarantaine ou autre formalité, j'étais donc prêt au départ. La première journée allait nous faire parcourir 700 km vers la petite ville de Speyer, ou Spire à la française, près de Mannheim. Notre premier arrêt a lieu en France pour la vermifugation légale de Kibo. À partir de là, cela me donne légalement 120 heures pour entrer sur le territoire norvégien. Cette première journée de conduite se passe bien, et en passant en Allemagne, malgré l'absence de limitation de vitesse sur certaines portions, je continue à rouler à 110 pour économiser du carburant. L'autoroute allemande donne un bien meilleur sentiment de sécurité que l'autoroute française. Les Allemands ont une façon de conduire plus attentive, prenant en compte les voitures autour d'eux, et ce malgré leur vitesse parfois affolante. Avec ça et l'absence de péage, l'autobahn restera pour le trip entier l'autoroute la plus sûre de tout mon voyage.
Nous arrivons au coucher de soleil à Speyer. Nous sommes accueillis par un gigantesque 747 sur le toit du musée technique de la ville. Speyer est un petit joyau de l'Allemagne. Son centre historique, à l'architecture datant du Saint-Empire romain germanique, est chaleureux et magnifique. Sa cathédrale, la Speyerer Dom, est classée au patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO, et pour cause, elle abrite les dépouilles de plusieurs empereurs et rois. Après la destruction quasi complète de la magnifique abbaye de Cluny, en Bourgogne, la cathédrale de Speyer est aujourd'hui le plus grand édifice roman au monde. Mais si l'architecture ne vous intéresse pas et que vous êtes un peu plus porté sur l'ingénierie et les transports, Speyer est également un lieu de pèlerinage pour vous. Avions, véhicules spatiaux, terrestres, maritimes, tout est là pour ravir vos yeux. Le Boeing 747, installé à plusieurs dizaines de mètres au-dessus du musée, est visitable par une rampe. Vous pouvez même monter sur l'aile gauche, perché à pas moins de 20 mètres du sol. Mais les plus grands trésors du musée se trouvent à l'intérieur. Pour les passionnés de spatial, un hall de 5000 m² accueille des pièces uniques, comme la seule bourrane de test encore en état, la OKGLI, qui a réalisé des tests atmosphériques, ou le Space Lab, qui a réellement volé dans l'espace sur des missions de navettes spatiales. Vous pouvez également y trouver une pierre lunaire ramenée par la mission Apollo 15. Mais tout cet intérieur du musée, je ne l'ai pas vu, car les chiens étant interdits, et ne voulant pas le laisser dans la voiture, j'ai préféré rester avec lui. Cette première journée, qui se termine au pub local, annonce quand même un très beau voyage. Dans le pub en question, un quiz de culture générale est en cours avec des shots à gagner. Entre les parties, les équipes prennent des pauses et l'ambiance est au beau fixe. En discutant avec eux, j'apprends que certains jouent au Ultimate Frisbee, un sport dont j'ignorais totalement l'existence. Appelé simplement Ultimate ou Ultimate Pass en France, c'est pour faire court un mélange entre le rugby et le basket, mais avec un frisbee. Point intéressant, il n'y a aucun arbitre. Comme en airsoft ou d'autres sports, tout est basé sur le fair play des joueurs. Inventeurs de ce sport particulier et entre nous très tentant, les États-Unis roulent tout simplement sur la compétition depuis sa création. Après une bonne pinte bien méritée, nous allons dormir sur le parking d'un cimetière, ce qui est sûrement le meilleur ami des road trippers. Et les raisons sont simples. D'abord, le calme. Un cimetière étant fermé la nuit, le parking est généralement vide et un peu loin du centre des villes et villages. Mais aussi, et surtout, il propose souvent des fontaines à eau et des toilettes propres, ce qui est un vrai luxe pour les nomades comme moi. Après une nuit très reposante, nous partons direction Cologne pour un arrêt totalement anecdotique. L'arrêt en question, c'est le Nürburgring, plus précisément la Nordschleife ou boucle nord. Ancien circuit de F1, aujourd'hui utilisé par le GT et les constructeurs de voitures de course, c'est un véritable enfer de virages techniques au milieu de la forêt allemande. Comptant pas moins de 73 virages sur un peu plus de 20 km et un dénivelé de 300 mètres, il a accueilli la Formule 1 jusqu'à l'accident qui a failli coûter la vie à Niki Lauda en 1976. Fait intéressant, depuis son inauguration en 1927, il est ouvert au public lors de ce qu'on appelle les Touristfahren. Si votre véhicule est homologué par les routes allemandes, vous pouvez tout simplement passer le péage et faire un tour, avant d'en faire un second ou un troisième, et ainsi de suite. En semaine, comptez 25 € environ pour un tour. En revanche, pour des raisons d'assurance et éviter d'augmenter les accidents en tentant de repousser les limites, les conducteurs ont l'interdiction formelle de se filmer et de se chronométrer. Également, vu que le circuit est concrètement une route, il faut respecter le code de la route allemand. Rouler à droite, dépasser par la gauche, et respecter les limitations de vitesse dans quelques petites zones particulières. Ce 10 août, donc, j'ai rendez-vous avec les équipes du circuit. Grâce à une autorisation média, je peux embarquer des GoPro dans mon véhicule et filmer mon tour, qui promet d'être mémorable, dans mon van. Mais un problème demeure. Je ne veux absolument pas que Kibo soit à bord. Je me rends donc dans le village de Nürburg, dans l'espoir de trouver quelqu'un d'assez gentil pour me le garder le temps d'un tour. Le hasard me mène à l'hôtel Am Tiergarten, où je rencontre une dame très gentille à qui j'explique mon projet. Amoureuse des chiens, elle accepte de garder Kibo le temps de mon tour. Patronne de l'hôtel, elle me demande de laisser mes coordonnées à la réceptionniste, au cas où. C'est alors que cette dernière m'apprend que la patronne de l'hôtel en question est Ursula Schmitz, la mère de la regrettée Sabine Schmitz. Sabine, surnommée la reine du ring,
fut peut-être la pilote la plus célèbre du circuit. Elle a grandi dans le village voisin et durant ses années de pilote, elle disait faire plus de 1000 tours de la Nordschleife par an. Son palmarès, impressionnant, comprend une victoire en 1998 aux 24 heures du Nürburgring, ou encore des apparitions récurrentes dans l'émission iconique Top Gear UK. Décédée en 2021 d'un cancer, elle est une légende pour tous les amateurs de sport automobile à travers le monde. Et sa maman va garder Kibo. Je me rends ensuite au circuit. L'objectif n'est pas de battre un record en van ou même d'essayer de faire un bon temps. L'objectif est avant tout de me faire plaisir en toute sécurité. Il est impossible que mon van, rempli de kilos de nourriture, d'un lit, d'un évier et d'un panneau solaire sur le toit, soit capable d'approcher, même de près, le temps de Sabine Schmitz en Ford Transit de 10 minutes et 8 secondes. De plus, je ne dois pas oublier qu'après ce tour, je dois encore parcourir 9000 km et que ce van doit donc s'en sortir en un seul morceau. Il faut aussi prendre en compte les autres véhicules quand je m'élance, puisque je suis entouré de Porsche, de BMW, mais aussi de McLaren. Je dois donc tenir ma droite et surveiller mes rétros. Cela m'empêche de prendre certaines trajectoires intérieures dans la plupart des virages à gauche, mais c'est aussi particulièrement terrifiant. Pendant 20 km, avec une connaissance rudimentaire du tracé, je vais garder mes yeux rivés sur ma caméra arrière, mes rétros, tout en faisant attention aux virages en aveugle. Mais quel plaisir, quel moment incroyable que de rouler au maximum des capacités de mon van, de ma maison, sur un circuit aussi iconique. Sur les bords de la piste, une armée de photographes immortalisent mon passage, des photos que je m'empresserai d'acheter après le tour. Ces 8 photos à 12 € pièce seront les souvenirs les plus chers que je ramènerai de ce voyage. Après le tour, je récupère Kibo, remercie Ursula Schmitz et nous prenons la direction de Cologne. Ville importante d'Allemagne, Cologne est célèbre pour sa cathédrale imposante. Elle est aussi le lieu de naissance de la fameuse Haute-Cologne et abrite le siège de Lufthansa et l'imposant Centre européen des astronautes de l'Agence spatiale européenne, ce qui est tout simplement le QG des astronautes européens comme Alexander Gerst, Samantha Cristoforetti ou encore Thomas Pesquet. Mais nous ne nous attardons pas dans la ville. Après une petite bière pour fêter cette journée forte en émotions, nous rejoignons un cimetière proche de la ville pour une nuit de repos avant une étape particulièrement longue le lendemain. Après un petit selfie, nous partons pour la grosse étape de Cologne à Hirtshals. L'objectif est de retraverser l'entièreté de l'Allemagne, puis l'entièreté du Danemark, afin de rallier la petite ville portuaire d'Hirtshals, située tout au nord du pays. Là-bas, le lendemain, nous prendrons un ferry pour Kristiansand, en Norvège. Sur les 941 km de l'étape, je suis subjugué par l'herbe grillée par la chaleur extrême, malgré notre montée vers le nord. Durant toute cette journée, dont 10 heures de route, je me rends compte que la canicule qui frappe l'Europe s'étend jusqu'au nord du Danemark, alors qu'au même moment, en France, de nombreuses forêts sont frappées par des incendies dévastateurs. Je suis à la fois soulagé d'avoir choisi une destination fraîche, pour ma santé et celle de Kibo, mais je suis également touché par l'étendue de cette canicule et ses effets visibles sur toute la végétation. Près de Brême, je m'offre un rare restaurant en déjeunant au Daisy's Diner de Houten, un diner américain où je mange le steak haché le plus savoureux qui existe. Puis je reprends la route, parcourant les 600 km restants en un peu plus de 6 heures, sans aucune pause. Une fois à Hirtshals, Kibo et moi profitons d'un magnifique coucher de soleil sur la mer du Nord, et nous nous préparons à découvrir les beautés d'Hirtshals.